Bonjour à tous et bienvenue dans cet amphithéâtre de la rue d'Athènes à Paris. Toute l'équipe de VRT, le magazine des professionnels de la mobilité, est heureuse de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur le thème du verdissement des parcs d'autobus. Si l'on veut réussir la transition énergétique, il faut déjà faire les bons choix, qu'il s'agisse du gaz, de l'électricité ou de l'hydrogène. Il faut aussi apprendre à raisonner avec une approche système, tant il est vrai que les véhicules, l'infrastructure nécessaire et les conditions d'exploitation interfèrent désormais de manière indissociable dans l'obtention de la performance désirée. La difficulté vient de ce qu'avec les progrès de la technologie, des paramètres dimensionnants comme l'autonomie, le temps de charge, le coût total de possession ne cessent d'évoluer au fil du temps. Et plus que jamais, en cette période de crise internationale, le prix de l'énergie devient le paramètre dominant. Alors, pour tenter d'y voir plus clair, nous avons réuni ce soir 7 acteurs majeurs du monde des bus propres. 2 opérateurs, la RATP et Keolis, 3 constructeurs, Iveco, Volvo et HCI Carsan, un équipementier, Voith, et un acteur du financement des mobilités à zéro émission, Neoté. Je me tourne d'abord vers la RATP. François Varnier de Vailly, vous êtes le directeur du programme Bus 2025, un programme ambitieux qui prévoit le remplacement de tous les véhicules diesel par des véhicules gaz ou électriques. Déjà plus de 1000 bus propres sont en service à la RATP. Vous vous rapprochez de façon spectaculaire de l'objectif fixé par Île-de-France Mobilité. Alors oui, Bus 2025, c'est ce très grand programme qui vient percuter l'ensemble des métiers de la maison, que ce soit l'exploitation, la maintenance et l'ingénierie. Donc où est-ce qu'on en est dans ce programme que nous réalisons pour le compte d'Île-de-France, donc mobilité, comme vous l'avez dit. En fait, c'est un programme qui est à l'heure. Voilà, c'est tout de même assez exceptionnel dans nos milieux. Nous avons aujourd'hui déjà 9 centres sur les 26 que nous opérons, que nous avons convertis. Donc pratiquement 4 à l'électrique et le reste au biométhane. Donc on est véritablement sur la trajectoire qu'on s'était donnée sur la conversion donc des dépôts. Et sur les véhicules, avec les partenaires industriels, on arrive à tenir cette cadence qui avait été donc imposée par notre autorité organisatrice. Donc l'année dernière, on a réceptionné 600 bus neufs, un peu plus de 2 par semaine, de 2 par jour qui arrivent à la RATP. Donc on est véritablement passé dans la phase industrielle du programme et en travaux et en livraison de matériel roulant. Donc on est, on est à l'heure, mais avec une tension certaine sur que ça génère, d'avancer avec cette cadence-là. Bruno Lapéry, vous êtes le directeur de la transition énergétique chez Keolis. Vous exploitez, votre groupe est présent dans 14 pays. Vous faites à la fois du train, du métro, du tram, du bus, du car. Vous êtes un peu l'archétype de l'opérateur multimodal. Bonjour Philippe, oui. On a créé au niveau du groupe un centre d'excellence dédié à la transition énergétique parce que c'est un retournement de marché formidable, pas qu'en France, en Europe, aux États-Unis, en Australie, dans les pays scandinaves et peut-être de même au Moyen-Orient, et qu'il faut s'organiser pour prendre ce virage qui est extrêmement important. On parle d'un virage de marché même avant même de préoccupations environnementales, même si ça fait partie des éléments de décision pour aller vers des bus plus propres. Donc ce centre d'excellence, il est dédié au support de toutes les filiales du groupe, à chaque fois qu'il y a un projet de transition énergétique, notamment de bus et cars, et aussi au conseil de nos autorités organisatrices de transport, de nos clients,
Aujourd'hui, c'est 20% de la flotte des 23 000 bus de Keolis qui sont déjà en énergie alternative. La part de Lyon, c'est le GNV, bio-GNV, avec 2500 véhicules. On a à peu près 1200 véhicules électriques. Beaucoup de biocarburants, avec une expérience notamment en Suède et Danemark, qui est intéressante, notamment pour éclairer la situation en France aujourd'hui, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille sur des biofuels dans les pays nordiques. Et puis 17 bus à hydrogène. Voilà. Ça, c'est la situation du groupe, avec une posture du groupe qui est évidemment, je pense, que la même que pour tous les opérateurs. Voilà. Alors pardonnez-moi la posture, oui. On va y revenir juste un petit peu après. Voilà. On va juste faire tourner la parole. Jean-Marc Boucheret, vous êtes responsable mobilité durable chez Iveco. Pourrait-on dire d'Iveco qu'il est un constructeur généraliste des solutions alternatives qui sont appelées d'ailleurs à devenir de plus en plus majoritaires à l'avenir? Oui, c'est le cas, puisque sur toute la gamme minibus, autobus, autocar, on a une offre en matière d'énergie alternative conforme aux exigences de la directive véhicules propres, qui est donc en vigueur maintenant dans tous les États membres. Et donc on va retrouver en alternative au diesel les carburants XTL comme l'HVO. On va retrouver le gaz et sa version décarbonée bio-GNV. Et puis les gammes de véhicules électriques depuis le 9 mètres jusqu'à l'articulé. Et avec cette somme de solutions disponibles, on représente aujourd'hui plus du quart des ventes européennes de bus à énergie alternative. Donc le numéro 1 en l'occurrence. Philippe Glarner, vous êtes le directeur général de Volvo Bus France. Volvo a été le pionnier de l'électromobilité en Europe. Il a été aussi le premier à arrêter la fabrication d'autobus diesel. Quelle stratégie poursuit Volvo au travers de cette feuille de route de décarbonation que vous prônez actuellement ? Je dirais que les choses sont en train de s'accélérer, puisque l'objectif du groupe, et là je parle de toutes les activités du groupe, c'est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, donc ça c'est assez lointain. Ça s'assortit néanmoins à des objectifs intermédiaires, donc les objectifs intermédiaires sont fixés pour 2030, et ils sont les suivants. L'idée c'est de réduire de 40% les émissions des produits que nous fabriquons, donc dans la gamme bus et également dans la gamme camion. Et l'objectif à 2030 est également de réduire de 50% les émissions qui sont générées par nos usines et notre activité. Donc on est vraiment sur une accélération très forte. Et pour atteindre ces objectifs, il y a deux axes majeurs sur la partie véhicule. La première, c'est effectivement toujours de continuer à améliorer l'efficience de nos motorisations. Alors pourquoi ? Parce que la meilleure énergie, c'est forcément celle qu'on n'utilise pas ou qu'on ne consomme pas. Donc on a cet axe efficience qui correspond à un axe de développement fort sur l'électromobilité, du fait du rendement élevé des moteurs électriques et de leur capacité de permettre la récupération de l'énergie au freinage. Et le deuxième axe majeur de ce plan, c'est effectivement de favoriser l'utilisation des énergies renouvelables, comme vous en avez parlé à l'instant. Donc je parlerai de carburants alternatifs, dont le B100 et d'autres biocarburants peuvent être des exemples. Voilà, nous allons y revenir un petit peu plus tard. Nicolas Dago, vous êtes le directeur commercial de HCI. HCI, c'est le distributeur de Karsan. Vous livriez vos premiers véhicules en 2019. C'est finalement l'histoire d'une PME qui a fort bien réussi. Effectivement. En ce qui nous concerne, forcément très différenciant par rapport à nos confrères. On est une petite entreprise, donc 25 personnes au sud de Nantes. Entreprise qui a été créée en 84, qui a eu un grand tournant en 2019 puisque Karsan est devenu actionnaire de notre entreprise, qui nous a permis d'avoir une dimension un petit peu différente. Entreprise qui a été tournée forcément plutôt vers le thermique jusqu'en 2019 où sont arrivés les deux produits qu'on connaît aujourd'hui, le Gest et l'Attaque. Pour vous donner juste quelques chiffres, l'entreprise a vendu 300 véhicules. Donc on est présent sur la France, les DOM-TOM, Luxembourg, Belgique, Suisse et Monaco. Sur les 300 véhicules, on en a 50 en thermique, 250 en électrique. Donc très clairement aujourd'hui, notre vision des choses, et en tout cas la vision de la marque Karsan, est très positionnée électromobilité et innovation.
En plus, effectivement, de la partie électrique, là, ils ont lancé l'attaque autonome. Donc, on pourra aussi, effectivement, ça fait partie des nouvelles technologies et des innovations majeures aujourd'hui du monde du transport. Véhicule qui est à l'essai en ce moment en France. Voilà, alors là, on reviendra d'ailleurs sur ces aspects de conduite autonome un petit peu plus tard, au cours de la discussion. Pierre Lévy, vous êtes chez Voith le responsable de l'activité véhicules industriels et commerciaux pour le marché français. Le nom de Voith est connu de la terre entière, hein, que ce soit par rapport aux boîtes de vitesse automatiques, par rapport aux convertisseurs de couple hydrauliques. Mais ce que l'on sait moins finalement, c'est que cette entreprise familiale est très ancienne et qu'elle a commencé dans la fabrication de machine à papier. Racontez-nous un petit peu cette aventure. Donc une petite page d'histoire alors pour Voith. L'entreprise a été fondée en 1867 dans le sud de l'Allemagne. Et la première activité de l'entreprise, ça a été la réparation et l'amélioration des moulins qui produisent du papier. Voith, donc le fondateur de l'entreprise, a breveté un système dans les années 1860 qui permettait d'améliorer la qualité du papier produit à partir de cellulose, puisque c'était un peu le changement. Antérieurement, le papier était produit à partir surtout de chiffon. Quand on est passé à la cellulose, la qualité était moins bonne, donc il a fallu trouver un système et c'est le système que Voith a imaginé et breveté. Donc l'entreprise a été fondée à ce moment-là. Le papier reste une des 3 activités de l'entreprise. Donc on a effectivement trois branches aujourd'hui. La machine à papier, les turbines hydrauliques qui allaient en réalité avec les machines à papier, qui servaient à alimenter en énergie les moulins à papier, et la transmission de puissance. Et la transmission de puissance elle-même est scindée en 2 parties. Donc c'est la société Voith Turbo. Turbo parce que la plupart des machines sont des turbomachines, donc avec un système de convertisseur de couple. Donc une partie de l'activité est destinée à l'industrie, avec des convertisseurs de couple pour le démarrage de laminoirs, de bandes convoyeuses pour les mines. Et puis une activité mobilité, dans laquelle on a aussi des turbomachines, et en particulier, effectivement, la boîte de vitesse Diva, qui est une boîte automatique qui existe depuis les années 60, et qui équipe 50% ou un peu plus de 50% du marché européen et français. Je me tourne maintenant vers Aurélien Achard. Vous êtes directeur mobilité chez Neote Green Mobility. Alors c'est une activité que l'on connaît peut-être un petit peu moins. Vous êtes une plateforme d'investissement dédiée à la transition énergétique et vers des parcs à 0 émission. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre société ? Tout à fait. On a un peu moins d'histoire, mais a été créé donc cette plateforme en 2017, donc il y a à peu près 5 ans. C'est une plateforme qui était pionnière dans les solutions finalement innovantes pour accompagner le financement de la mobilité électrique, puis maintenant 0 émission. C'est une plateforme qui a été initiée par une société de gestion qui s'appelle Neote Capital, qui a été créée à l'époque, donc il y a un peu plus de 5 ans, elle, par Forsea Power et EDF, qui identifiaient déjà que pour amener la mobilité électrique à l'échelle, il fallait être en capacité de porter des solutions de financement innovantes, notamment autour des batteries. Et donc, on a créé cette plateforme d'investissement avec le soutien à l'époque d'EDF, de la Caisse des dépôts, qui sont toujours aujourd'hui les investisseurs dans cette plateforme, qui ont été rejoints récemment par 3i et Mirova, qui sont 2 fonds d'infrastructure long terme. Et l'ambition, c'est d'être capable de proposer des solutions de financement, que j'aurai l'occasion de décrire tout à l'heure, qui sont alternatives et qui vont pouvoir accompagner ce saut vers des nouvelles mobilités et des nouvelles contraintes, on va dire, qui sont aussi bien financières que technologiques. Merci beaucoup. Alors, après ce premier tour de présentation, nous allons entrer davantage dans les problématiques actuelles. François Varnier de Vailly, vous managez à la RATP ce qui est véritablement un challenge tout à fait inédit. En plus, vous devez le faire en maintenant les conditions d'opérationnel. C'est quoi pour vous les défis techniques de cette aventure ? Oui, donc voilà, on a, je pense, 3 défis que l'on a. On a un défi technique, on a un défi humain et le défi écologique qui est la résultante et la nature même du programme. Sur les défis humains, je viens taper dans les 3 dimensions donc, de l'entreprise. 1, de réussir à activer toute l'ingénierie de l'entreprise, que ce soit sur la traction électrique, effectivement donc notre ingénierie qui nous accompagne, les mainteneurs qui vont voir leur process de maintenance évoluer,
et l'exploitant qui tout de même est en premier lieu impacté. Donc ça, c'est le premier défi. Comme tout grand programme qui vient percuter une entreprise, on vient taper dans toutes ces trois dimensions, qui sont les trois métiers de base de l'entreprise. Et sur les défis techniques, précisément, j'en vois deux. C'est effectivement le maintien de l'exploitation de nos centres-bus en conditions opérationnelles, tout en faisant les travaux, ce qui est tout de même effectivement un défi de réussir des phasages et de permettre cette magie, on va dire, que tous les matins, tous les bus sortent. Donc c'est ça. Et puis le deuxième défi, c'est un défi sur lequel on a beaucoup travaillé autour de l'interopérabilité borne-bus. On a été le premier opérateur à véritablement décider cette interopérabilité complète entre tous nos véhicules et toutes les bornes de recharge que nous réalisons pour Île-de-France Mobilité. Et du coup, on a vraiment eu l'impression de faire monter, par ce choix que nous avions fait avec Île-de-France, avec IDFM, de faire monter et les industriels de bornes et les industriels de bus, d'apprendre à communiquer et de stabiliser les protocoles de communication borne-bus. Donc c'est véritablement ça qui a été, je pense, un des défis majeurs techniques que nous avons eu. D'accord. Et par rapport à d'autres réalisations à l'international, là, vous êtes quand même très, très en pointe. Alors, par rapport à l'international, en Europe, on va dire qu'on est ce programme voulu par la région, on est un peu en pointe parce que c'est effectivement une des rares autorités organisatrices qui a mis en place un programme avec une vision stratégique et globale dès le début de ce programme. Donc c'est sûr, par rapport à d'autres agglomérations, on a eu une petite longueur d'avance et en même temps un appui extraordinaire parce qu'on disposait de la capacité à monopoliser le corps industriel avec des volumes de commandes significatifs. Bruno Lapéry, tout à l'heure, je vous ai interrompu, pardonnez-moi, mais je vous redonne la parole par rapport à cet aspect posture énergétique au niveau du groupe Keolis. Notamment, je sais que vous avez donc vous exploitez des bus en Suède où le prix du gazole est monté à 2,50 € et qui effectivement change totalement la problématique. Alors cela dit, on ne va peut-être pas aborder tout de suite les aspects TCO, hein, on y reviendra longuement tout à l'heure, mais ce qui nous intéresserait, c'est de connaître la posture énergétique merci, du groupe Keolis. Elle est relativement simple. Et, c'est que nous considérons que chaque mode énergétique a son domaine de pertinence. C'est-à-dire, on parle beaucoup de l'électrique, beaucoup. Mais enfin, il faut quand même se rappeler qu'il y a plein d'autres solutions possibles. Il y en a une bonne demi-douzaine, même, et il en existe de nouvelles tous les jours, presque. Voilà, je pense, par exemple, au moteur thermique à hydrogène, dont on commence à parler. Donc c'est une panoplie de solutions qui existent. L'électrique est une solution parmi d'autres. Premier point. Et donc un groupe comme Keolis, par définition, il est neutre, il est agnostique, tout simplement parce qu'il n'a rien à vendre. Finalement, on n'est pas là, exactement comme la RATP, pour vendre un véhicule, des kilowattheures, des litres de gasoil, ou un système de supervision, ou voire des bornes de recharge. Premier point. Le deuxième point, c'est que quand nous accompagnons une autorité organisatrice vers un projet de transition énergétique, on reste à côté d'elle pendant 10 ans, 15 ans, s'il le faut, et donc on assume les choix faits dans la durée. Voilà. Donc on n'est pas seulement impliqué, on est concerné par le projet, et dans la durée. Et si un mauvais choix est fait, eh bien on va l'assumer avec notre client. Et donc c'est tout simplement ça qui nous fait dire qu'on revendique la place de partenaire des autorités organisatrices, non pas parce qu'on est plus malin ou meilleur que les autres, c'est juste que quand on est concerné à ce point et qu'on a un souci de neutralité qui est pragmatique, eh bien c'est comme ça qu'on se place à côté du NAO. Voilà. Donc le TCO, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Tout à fait, hein, tout à fait. Alors, autre problématique très actuelle, la pandémie. On sait qu'elle a beaucoup impacté l'industrie. Jean-Marc Boucheret, est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment Iveco s'en sort aujourd'hui par rapport à ce souci ?
Je dirais qu'effectivement, l'industrie européenne a continué d'être affectée par la pandémie, principalement le secteur du tourisme, qui a continué de plonger, donc le marché des cartes de tourisme, avec l'arrêt des voyages organisés et les restrictions de circulation entre les pays, donc une très grosse baisse. Ça n'a pas empêché la transition énergétique de continuer à se faire, puisque si je prends encore comme critère ceux qui sont dictés par la directive véhicules propres, aujourd'hui sur ces segments d'énergie, le passage entre 2020 et 2021 a montré qu'il y avait plus d'un quart de ventes et d'immatriculations en plus par rapport à 2020. Donc même dans un marché extrêmement affecté, les collectivités publiques ont continué à acheter. Donc aujourd'hui, ça représentait sur le marché européen 6 000 véhicules. Ces 6 000 véhicules sont grosso modo à part égale pour les véhicules électriques à batterie et les véhicules au gaz, à peu près 3 000 chacun. Et ce qui fait qu'au global, la part des véhicules à énergie alternative dans le monde du transport en commun a été de 21% pour les énergies alternatives. Et il faut le mettre en perspective avec le monde des autres véhicules commerciaux, qui sont les poids lourds ou les vannes, les véhicules utilitaires légers, où ils sont respectivement à 4 et 3% d'immatriculation aux véhicules à énergie alternative. Donc ça veut dire que les industriels comme nous, les exploitants, les autorités organisatrices ont réussi, je veux dire, à tenir le cap par rapport à ça. Et la France, en l'occurrence, a le leadership en Europe, puisque c'est le marché numéro 1 pour les immatriculations de bus électriques devant l'Allemagne, et c'est aussi le numéro 1 pour les ventes de bus au GNV devant l'Espagne, l'Italie, la Suède. Et je dirais que de ce point de vue-là, avec le mix énergétique français pour l'électricité, et puis la part du biogaz dans les véhicules GNV qui a été estimée à 20% par la FGNV, on se retrouve avec la France comme étant le pays numéro 1 de loin, à la fois en volume et en décarbonation, devant tous les autres pays qui font des efforts mais qui n'ont pas la même dynamique que la France. Alors, l'industrie doit aussi s'adapter aux changements réglementaires et l'actualité, c'est bien sûr l'entrée du biocarburant baissant dans la catégorie 1 bis. Philippe Glarner, est-ce une solution pour accélérer la transition énergétique ? De ce qu'on voit, nous, de notre côté, en étant en contact avec les autorités organisatrices et les opérateurs de transport, c'est que l'un des freins majeurs à cette décarbonation et transition énergétique, c'est la mise en place des infrastructures. Quand je parle des infrastructures, c'est les infrastructures de recharge électrique et des infrastructures d'avitaillement gaz qui peuvent être lourdes à mettre en place. Donc effectivement, l'entrée du véhicule hybride biocarburant dans le groupe 1, je pense que ça peut être effectivement un fort accélérateur de transition, puisque c'est un véhicule qui ne nécessite pas d'infrastructure de charge et qui permet néanmoins une réduction des gaz à effet de serre de l'ordre de 80%. Si on combine l'effet de l'hybridation, où on a une circulation en électrique à peu près 50% du temps, et l'effet du baissant, puisque la simple utilisation de ce carburant permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue de l'ordre de 60%. Donc avec la combinaison des deux effets, on a, je dirais, un bilan environnemental très positif et également un bilan sociétal enviable, puisqu'en fait on est sur une circulation en tout électrique pendant 50% du temps. Et sauf erreur, vous aviez commencé à travailler sur l'hybride dès 2013 et vous avez donc un véhicule, le 7900 hybride, qui peut être adapté au carburant baissant. Oui, alors tout à fait, il y a une longue tradition d'utilisation des biocarburants dans les pays scandinaves et donc Volvo, dont les motorisations en fait sont fabriquées en France, puisque la plupart des moteurs qu'on utilise sur nos bus et cars Volvo sont fabriqués en région lyonnaise. En fait, tous ces véhicules sont compatibles depuis longtemps avec le baissant, et on a développé, suite à l'apparition du décret, un système d'irréversibilité qui permet de garantir une utilisation exclusive de ce baissant, puisque c'est la condition en fait qui est demandée par les autorités
pour qu'effectivement le véhicule puisse entrer dans ce groupe 1 bis. Nicolas Dago-Carsan a fait, lui, le choix visiblement de l'électromobilité. En 2019, lorsque vous avez commencé à livrer des véhicules en France, 80% de ces véhicules étaient thermiques et 20% seulement étaient électriques. Et donc, 3 ans plus tard, 10% sont encore thermiques et 90% sont électriques. En quoi ce choix de transition énergétique, pour vous, était-il stratégique ? Comme on l'indiquait tout à l'heure, effectivement, les pouvoirs publics insistent sur le verdissement des villes. Et nous, on est très portés ou fortement portés effectivement par les investissements publics et donc des réseaux urbains. Une vraie chance pour nous. Alors, l'avantage effectivement, très clairement, du choix de Carsan, en tout cas pour nous, de l'intégrer dans notre giron de marque en 2016, c'était leur avantage effectivement d'être présent sur un segment, le segment des mini et des midi, qui est peut-être aussi moins concurrencé que les autres. Ils avaient un choix de motorisation déjà assez précis, avec du thermique, du gaz, et en fait effectivement un développement de leurs produits thermiques en électrique. Et ensuite effectivement ils ont d'autres projets aujourd'hui à venir, donc des produits innovants dont je parlais tout à l'heure. Mais très clairement, la facilité de rentrer sur un marché de niche, en tout cas, nous a permis effectivement de croître assez rapidement, plus ça correspond à de nouveaux besoins dans les villes, notamment pour les 6 mètres et les 8 mètres. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, Carsan s'est aussi appuyé sur la technologie BMW, ce qui est un vrai avantage pour nous. Donc ils utilisent effectivement les batteries et le moteur de l'i3, ça pour le geste, et les batteries sur l'attaque, effectivement, sont les batteries de BMW, qui lui a une expertise quasiment de 11 ans dans cette activité, puisque les premiers véhicules BMW ont commercialisé en 2013, ce qui est un véritable avantage pour nous. Ensuite, on a parlé tout à l'heure, juste pour finir, d'infrastructure de charge. Nous, on est quand même dans le léger, on parle de voiture, donc on est chargé par des wallbox. Et on charge dite lente, mais en moins de 4 heures, on charge un véhicule à 100%. Ce qui est aussi un réel avantage, ce qui nous a permis de nous développer assez rapidement. D'accord. Et c'est donc le choix de l'électromobilité qui finalement a dopé vos ventes. On peut considérer les choses ainsi. La question s'est posée. Alors, principalement, on a démarré Carsan avec la motorisation thermique. Nous n'avions pas le choix. On s'est posé la question de développer le gaz qui était présent dans la gamme en France, sur notamment les standards et 18 mètres articulés. Bon, très clairement, le marché est déjà bien rempli. Il était plus simple certainement pour nous d'aller commencer et de regarder et de se batailler sur des marchés de niche pour voir effectivement si on avait capacité à justement prendre des marchés et installer une nouvelle marque, sachant que le marché est déjà bien rempli et savoir effectivement si ça pouvait correspondre à la demande, notamment des donneurs d'ordre. Voilà, chose faite, aujourd'hui ça fonctionne plutôt très bien. Et envisageriez-vous éventuellement de mettre fin à la production de véhicules thermiques ? Carsan est en réflexion. Effectivement. Alors c'est toujours pareil, effectivement, ils ont un raisonnement global. Nous on est distributeur, donc on choisit ce que l'on vend. Le constructeur, lui de son côté, a une vision effectivement mondiale de son activité. Il est clair que le marché turc aujourd'hui est plutôt porté thermique encore actuellement. Ils livrent les premiers véhicules électriques en ce moment. Les premières ventes électriques se font en ce moment, donc ils ont pratiquement 3 ans de retard, quoi. Donc effectivement, en ce qui nous concerne, pour le moment, on va plutôt être 90-95% d'électrique et il restera peu de thermique. Pour accompagner la transition énergétique, Pierre Lévy, vous proposez aujourd'hui chez Voith donc 3 nouveaux produits. La boîte de vitesse micro-hybride avec batterie de 48 volts pour une motorisation gaz ou biocarburant. La chaîne cinématique VEDS pour une motorisation donc full électrique. Et en 2025, donc, vous allez proposer un ensemble d'équipements, des réservoirs en particulier à 700 bars pour l'hydrogène. Quelles avancées caractérisent ces nouveaux produits ? Alors, donc on commence par la boîte micro-hybride. Donc, il s'agit d'une boîte Diva, une boîte automatique. Donc l'architecture est globalement identique à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui équipe les véhicules thermiques, je dirais, qui sont exploités actuellement. On a rajouté sur cette boîte de vitesse, d'une part, 3 vitesses supplémentaires, ce qui nous permet d'avoir un 7e rapport plus long qui permet d'attaquer le marché des interurbains. On est moins présent que dans l'urbain. Et deuxième chose importante et centrale, c'est qu'on a une machine électrique qui est en entrée de boîte. Et ça, en fait, c'est permis par l'architecture de la boîte de vitesse Voith, puisqu'on n'a pas de convertisseur de couple en entrée de boîte, contrairement aux concurrents. Le convertisseur de couple est au centre. Donc la machine électrique, en fait, est en amont du convertisseur de couple. La machine électrique est en amont de la boîte de vitesse et du convertisseur de couple, effectivement. C'est le premier étage de la boîte de vitesse. Donc cette machine électrique fonctionne avec une batterie de technologie lithium-titanate qui est placée en toiture du véhicule. C'est une batterie qui pèse à peu près 50 kg environ.
C'est un composant assez discret qui est refroidi par un système de refroidissement liquide qui est fourni par Voith, qui est monté également en toiture. Donc on a également le convertisseur de fréquence qui permet en fait finalement de piloter la machine électrique, donc soit en moteur, soit en génératrice. On a également dans ce système un convertisseur de tension en fait 48 volts 24 volts qui permet donc à la batterie 48 volts d'alimenter le réseau électrique du bus en 24 volts. L'ensemble de ce package permet d'arriver à des consommations qui sont en réduction de plus de 10% par rapport au véhicule équivalent avec une boîte d'IVA6, donc la boîte qu'on propose aujourd'hui. Voilà. Donc on a un client pilote et on est très très heureux d'ailleurs que ce soit ce client-là, c'est Iveco, avec lequel donc on est en phase de démarrage série, je dirais. Les premiers véhicules devraient être livrables en fin d'année 2022. Et c'est un développement qui court depuis 2017-2018. Voilà. Et concernant la chaîne cinématique VEDS pour le full électrique? Alors là, en fait, l'idée de Voith aujourd'hui et hier, je dirais, l'équipementier, c'est d'accompagner, d'anticiper les tendances, d'accompagner l'industrie, d'être présent sur l'ensemble des segments qui intéressent donc la mobilité aujourd'hui. Donc, dans cette optique et dans le contexte de la transition énergétique, Voith a développé une chaîne de traction électrique qui est composée donc d'un moteur, un moteur synchrone, un moteur refroidi à refroidissement liquide synchrone. Il y a deux gammes de puissance. En fait, on a une gamme moyenne qui fait à peu près 280 kW et une gamme lourde qui fait plutôt 320-350 kW. Donc le moteur, le convertisseur de fréquence qui est notre technologie, et également les périphériques, et notamment tout le périphérique de pilotage de la récupération du système. Aujourd'hui, on a 3 clients, donc 3 clients constructeurs qui sont alors en Europe, Autocar, donc, qui utilisent notre technologie sur le e-Kent, véhicule de 12 mètres urbain. On a Wrightbus, qui est un constructeur irlandais, qui fait des bus aujourd'hui électriques à double étage, qui sont exploités en particulier en Grande-Bretagne. Et Alexander Dennis, également constructeur de Grande-Bretagne, donc, qui utilise le VEDS. Aurélien Achard, outre le financement de véhicules électriques, ou uniquement d'ailleurs celui des batteries, vous proposez également de porter le risque lié à la diminution de la capacité résiduelle des batteries dans le temps. Est-ce à dire que vous garantiriez finalement en quelque sorte les performances nominales du véhicule? Oui, en effet, on va dire l'un des challenges quand on passe à la mobilité électrique, on a évoqué les évolutions opérationnelles que ça demande, mais ça demande aussi une nouvelle appréhension technologique pour les opérateurs ou pour les collectivités. La batterie, c'est un composant qui est nouveau pour l'ensemble des acteurs, et donc c'est souvent celui qui était considéré, j'aurais presque tendance à dire, comme un peu incertain, un peu risqué sur la durée, ce qui nécessite de la part des fournisseurs des engagements moyen terme sur des garanties de performance, d'une part, et d'autre part, en effet, des acteurs financiers qui sont capables, à minima, de porter ces actifs-là. Et la particularité de Neotech Green Mobility, c'est d'être en capacité d'avoir une appréhension de ce risque technique, d'une compréhension de ce risque technique, avec des équipes techniques internes, avec des partenariats stratégiques, puisqu'on travaille avec différents constructeurs de référence, qui nous permettent d'avoir la confiance sur la façon dont la batterie va évoluer, et donc de s'engager dans la durée. On est capable d'aller sur des contrats de 10, 15 ans, où on va garantir la capacité, et donc, en gros, limiter le risque technologique du point de vue du client final. C'est l'un des facteurs, finalement, d'acceptation de cette mobilité zéro émission. Ce sera aussi le cas sur les piles à combustible, puisqu'on aura finalement la même question sur la performance dans la durée des piles à combustible. Et donc ce système énergie, qui est l'une des briques incertaines, on est capable en tant que financier de l'accompagner, de porter ce risque-là spécifique. D'accord. Et vous avez donc des équipes dédiées, techniques, qui travaillent sur ces questions de manière à pouvoir vraiment cerner le risque. Oui, exactement. On a au sein de la société de gestion, on a une équipe technique dédiée. On a des partenariats aussi bien avec les fabricants qu'avec des laboratoires externes. C'est le cas notamment de la R&D d'EDF. Mais on travaille avec les fabricants pour bien comprendre en amont de tout projet de financement, de tout projet de développement, finalement, quelles vont être les caractéristiques techniques
de vieillissement des batteries, mais aussi d'usage de la part des clients, afin à la fois de dimensionner les actifs au mieux, de comprendre comment ils vont évoluer, et d'être donc capable d'aller parfois au-delà des garanties fournisseurs et d'amener cette solution clé en main pour les clients finaux, notamment les collectivités. En France, on a un certain nombre de contrats de batterie as a service, donc de contrats de location de batterie sur la durée, 8, 10, 15 ans, où on va garantir la performance de la batterie. Et s'il y a un problème, c'est à nous, en tant qu'entité de financement, de gérer ce risque. Alors pour réussir la transition énergétique, on le rappelait tout à l'heure, il est nécessaire de raisonner avec une approche système, de travailler toujours davantage en mode projet. Et au travers de votre filiale RATP Dev, François Varnier de Vailly, vous avez aussi une activité d'accompagnement des autorités organisatrices. Quels conseils leur donnez-vous pour réussir cette transition ? Ouais, c'est un sujet... Difficile. Important effectivement, en tant qu'exploitant, avec un peu l'expérience que nous avons acquise sur ce programme, on est souvent appelé. Le premier conseil, c'est de se dire ce qu'on a fait sur Paris pour Île-de-France et Mobilité, c'est un cas d'école, ou c'est un cas. Voilà. Et que chaque collectivité, en fonction de son territoire, a sa propre histoire. Voilà, Pau qui s'est lancé dans l'hydrogène, ça correspondait à son histoire. Quand je suis intervenu à Québec, on a bien compris que la réalité de leur réseau électrique faisait que d'avoir des appels de puissance importants, c'était pas un problème pour eux. Parce qu'ils m'ont dit, mais votre problème, voilà, le problème de la puissance, il suffit d'ouvrir un barrage. Nous, on a plein d'eau au Québec et du coup, l'appel de puissance, c'est pas un sujet. Alors qu'à Paris, c'était un sujet. Quand on voyait Enedis au début du programme, ils nous disaient, écoutez, si vous appelez tout à la même heure, ça va être un peu difficile pour le réseau. Donc, je pense que le premier conseil, c'est de bien se dire, finalement, l'énergie dont vous avez sur votre territoire et le lien que la collectivité va créer dans l'écosystème énergétique local a une importance capitale, et du coup de comprendre, voilà, le premier conseil, c'est comprendre ce qui se passe sur votre territoire, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de solutions possibles, et en fonction de votre objectif de décarbonisation, à ce moment-là, telle ou telle technologie, forte des expériences que nous avons acquises, il peut y avoir la bonne solution qui sera la vôtre. Voilà, donc c'est vraiment le territoire, quelque part, qui va dicter. Et deuxième point, ce qui me semble important, c'est de disposer assez vite, en fait, d'une vision par rapport à ce territoire et une vision globale. Voilà. Effectivement, d'y aller par petites étapes, à mon avis, sans une vision globale, c'est un peu un risque. Et c'est vraiment cette invitation à voir un peu loin, et puis après faire les petits pas en fonction des capacités de financement de chaque collectivité. Et puis le troisième point, c'est de prendre conscience que on est effectivement à un virage et que du coup il y a des nouveaux métiers et que du coup le transport urbain va devenir de plus en plus lié avec les énergéticiens, et que du coup il y a ce couple qui voilà, comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on s'approvisionne, comment voilà, devient une nouvelle réalité à intégrer. Voilà, donc 3 points. Et vous, Bruno Lapéry, au travers du centre d'excellence que vous dirigez chez Keolis, comment, dans la pratique, vous accompagnez à la fois vos clients et puis les autorités organisatrices, vos clients, vos filiales, pardon, et les autorités organisatrices qui sont vos clients pour finalement faire les bons choix? La démarche, elle est finalement proche de celle de la RATP, évidemment. Oui, j'imagine. Elle est frappée au coin du bon sens, c'est s'adapter au territoire, adopter une démarche systémique, c'est-à-dire et systématique aussi, et puis et faire avancer le projet comme ça. À la fin de la journée, on finit toujours par parler d'argent, quand même. Toujours. Et je vais vous parler du TCO, parce que vous m'avez tendu la perche tout à l'heure. Ah, mais on va y arriver, D'accord. pas de problème. Donc, ce fameux TCO, le coût total de possession, en bon français,
en fait, on vit un moment assez formidable, collectivement, et très enthousiasmant. Avant la crise énergétique très immédiate qu'on connaît aujourd'hui, en France, le coût de possession d'une flotte de 15 véhicules électriques pendant 15 ans, grosso modo, quoi qu'on en dise, c'est plus 20-25% par rapport au diesel. Voilà. La semaine dernière, avec un litre de gasoil prix Keolis, je vais vous lire un chiffre, 1,80 €, 22 centimes le kilowattheure, l'électrique est moins cher que le diesel. Ah oui, c'est assez fascinant. Voilà, on a basculé. Oui. En Suède, à la même semaine, le gasoil était à 2,50 €. Voilà. Alors, évidemment, on ne calcule pas un coût de possession sur 15 ans avec une photographie à un instant T. Et ce n'est pas comme ça, et je rassure nos autorités organisatrices, s'il y en a dans la salle, c'est pas comme ça qu'on chiffre nos offres, évidemment pas. Bon. Mais par contre, vous avez fait des modèles de TCO. Évidemment, mais oui, voilà, évidemment. une approche scientifique de la question. On passe notre temps à comparer des TCO entre énergie et entre pays et entre situations de marché. Et on a même un TCO boule de cristal en disant, et si dans 5 ans il se passe ça, qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est ça qui intéresse nos autorités organisatrices. Aujourd'hui, elles sont confrontées à une situation qui est d'une instabilité incroyable, pas que sur le prix des énergies, sur les technologies aussi d'ailleurs. Et elles ont besoin de quelqu'un qui les accompagne dans une espèce de jungle. C'est très compliqué de prendre des décisions publiques dans un contexte comme celui-là. La semaine dernière, en France, l'électricité coûtait moins, les bus électriques coûtaient moins cher à exploiter pendant 15 ans que le diesel. En Suède, le delta était encore plus important. Je pense que cette semaine, ça a rebasculé dans l'autre sens, parce qu'on n'est pas loin de la frontière. Voilà. Alors, c'est intéressant, c'est vraiment une époque formidable, parce que ça nous fait tous réfléchir, en fait. Et on peut se dire que ce qui se passe aujourd'hui en Suède, avec en plus l'instabilité du prix du kilowattheure, en Suède, en fait, le prix du kilowattheure est fonction du fait qu'il va y avoir du vent ou qu'il n'y en a pas. La Suède est tellement assujettie à l'éolien, hein, le kilowattheure, le dernier kilowattheure. Et l'hydraulique aussi. Mais surtout l'éolien. Et en fait, si vous allez sur le site du plus grand fournisseur suédois d'électricité, le kilowattheure, le prix varie de 1 à 150. De 1 à 150 en fonction de l'heure du jour. Et ça change tous les jours. Parce qu'il va y avoir du vent ou il ne va pas y en avoir. Et donc on comprend, ça rajouté à ce que je vous disais sur le TCO, où on est en train de basculer en permanence, on s'approche des frontières. En fait, on comprend toute la valeur qu'il y a dans un outil de smart charging, par exemple. Voilà, parce qu'on va compenser ces variations, cette instabilité, d'abord par des contrats intelligents, mais le contrat, ils sont intelligents jusqu'à un certain point. S'ils sont trop intelligents, ils coûtent trop cher, en général. Voilà. Et après, la deuxième couche, ça va être des outils de smart charging, mais qui vont avoir une valeur absolument incroyable. Hein. C'est-à-dire que sur un bilan d'exploitation sur 10 ans ou 15 ans d'une flotte de bus, ça va être tout simplement majeur, quoi. Et l'intérêt, c'est que quand on est dans plusieurs pays comme on l'est à Keolis, c'est qu'on peut voir, en fait, certains pays sont en avance de phase. L'instabilité du prix du kilowattheure, c'est quelque chose qui va nous arriver. Alors, on a beaucoup de nucléaire en France, et ça va finir par nous arriver. Voilà. Donc l'époque est parfaitement passionnante. Et vous avez établi également que plus l'électrique roule, bien sûr, et plus il devient compétitif. Voilà. Pour faire simple, le diesel, c'est un petit capex, un gros opex. Voilà. L'électrique, c'est l'inverse. C'est à peu près 1/3, 2/3 pour le diesel. L'électrique, c'est 2/3 de capex, 1/3 d'opex. Ce qui pose d'ailleurs des questions sur le financement. Voilà. Et justement, d'ailleurs, je vais donner juste après la parole à Aurélien Achard, justement, on va faire la transition. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, en Europe du Nord, avec un gasoil à 2,50 € et des bus qui roulent 100 000 km par an, il est évident que le TCO de l'électrique est moins élevé. C'est évident. Juste une dernière question avant de donner la parole à Aurélien Achard. Les autorités organisatrices, généralement, écoutent sans problème vos recommandations. Je ne vois pas trop le sens de la question. Non, on peut sortir un joker. Pas de problème. Dans la mesure où on est neutre et que, oui. On est cohérent avec ce qu'on dit, et je pense que c'est le cas, mais c'est le cas de tous les confrères opérateurs, évidemment. Oui, elles nous écoutent, je pense, oui. Aurélien Achard, donc le TCO du véhicule électrique, il est de plus en plus intéressant. Vous, quelle est votre vision sur
sur cette question? Alors, je partage d'une part qu'en effet, les TCO peuvent encore être parfois décalés, mais on a d'ores et déjà des situations dans lesquelles l'électrique est plus compétitif, même avant les dernières évolutions de l'énergie. C'est une communauté d'agglomération, je crois, à Saint-Nazaire qui a fait le choix de l'électrique, donc un choix tout à fait, oui. sciemment, on va dire. Ils ont fait ce choix. Donc on est déjà aujourd'hui au basculement dans certaines situations. En effet, les conditions d'utilisation vont être clés pour juger quelle est la bonne énergie et quel est le bon mix peut-être au niveau d'une flotte. Naturellement, le contexte énergétique ainsi que le contexte aussi politique, puisqu'il y a un appel à projet, un écosystème ADEME qui a été lancé en faveur des véhicules électriques qui va certainement encore accroître l'intérêt de basculer à court terme sur l'électrique et donc de faire évoluer ces solutions de TCO. Et par ailleurs, sur la question que vous évoquiez, qui est l'électrique, en effet, change un certain nombre de choses. C'est pour ça que ce coup de pouce pour aller vers des solutions qui sont, rappelons-le, en termes d'émissions et en termes sonores, quand même, qui ont une acceptabilité dans la durée qui, normalement, devrait être assez longue et devenir presque un prérequis dans quelques années. En tout cas, c'est la conviction qu'on a de notre côté. Et finalement, le fait de réussir à faire évoluer les usages aujourd'hui, il faut un coup de pouce financier, d'où l'intérêt de ces subventions. Parce qu'après, quand on regarde l'impact que peuvent avoir les différentes problématiques d'équilibre que vous avez sur le financement, on parlait donc de CAPEX, OPEX, qui peuvent être un vrai sujet pour des collectivités qui vont avoir tendance à vouloir investir, mais qui ont un certain budget d'investissement, un certain budget d'exploitation et qui n'ont pas envie de déséquilibrer ces budgets-là. Comment on gère le fait d'avoir un CAPEX qui devient 2 tiers, 1 tiers, alors qu'avant on était 1 tiers, 2 tiers? Ça, ce sont des vraies questions. Et on le disait aussi, comment on gère ces contraintes technologiques quand on n'est pas un opérateur industriel comme RATP ou Keolis qui est en mesure de gérer ce risque industriel. Et bien, il faut des capacités de financement et des capacités de financement intelligentes qui vont venir compenser ces problématiques. On l'a dit, nous, on amène une garantie de performance sur la durée pour réduire ce risque technologique. Et par ailleurs, on transforme notamment la partie batterie, mais pas seulement, en OPEX. C'est-à-dire qu'on a des contrats de service autour de la batterie, qui font qu'une collectivité peut continuer à acheter son châssis, mais en fait louer la batterie, et donc on se retrouve finalement à un carburant qui est préfinancé. La batterie, c'est une part de carburant préfinancé, et ce préfinancement, on peut le transformer en OPEX avec ses garanties de performance et ses contrats de service. L'intérêt, ça c'est pour les collectivités, pour ne pas faire évoluer leurs équilibres financiers, je dirais, et puis se rassurer. Pour les opérateurs privés, notamment quand on n'a pas d'engagement derrière des collectivités publiques comme dans d'autres pays, je pense notamment au Royaume-Uni, ça va être aussi d'être sur des logiques de déconsolidation, puisque ce sont aussi des contrats de service qui peuvent amener une déconsolidation et donc des enjeux, là encore, de financement assez clés pour les opérateurs privés. Chez Volvo, Philippe Gardner, vous avez également une activité de conseil. Vous accompagnez des projets full électriques et grâce à des outils de simulation, vous vous engagez même sur la quantité d'énergie que vos batteries pourront délivrer tout au long de leur vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette activité de conseil par rapport à ces outils de simulation que vous avez développés? Alors nous, on a développé effectivement la partie électromobilité depuis 2013, avec d'abord l'hybride et ensuite la partie électrique. On exploite des véhicules en situation réelle depuis 2014 en Suède. Et dès le début, en fait, on a monté un groupe d'experts ou un centre d'expertise pour justement répondre à cette problématique de vieillissement des batteries qui est essentielle et qui correspond à une incertitude forte ou à un risque fort. Et je dirais que fort de cette expérience et des retours d'expérience, puisque la plupart des véhicules dont on dispose sont connectés, on a aujourd'hui des outils de simulation assez précis qui nous permettent d'une part de planifier en collaboration avec les autorités organisatrices et les opérateurs de transport les services que l'on peut facilement électrifier. Est-ce qu'on peut les électrifier avec de la charge au dépôt? Est-ce qu'il faut de la charge en ligne en complément? Et je dirais qu'en complément de ça, ces études nous permettent de prendre des engagements fermes sur la quantité d'énergie disponible dans les batteries durant la durée d'exploitation des véhicules. Donc c'est, je pense, un élément qui est important dans le sens où la batterie représente une part importante du fameux TCO dont on parlait tout à l'heure.
Jean-Marc Boucheret, chez Iveco, vous êtes présent finalement sur le biogaz, le GNV, les biocarburants, l'hybride, l'électrique. Vous êtes dans les starting blocks concernant l'hydrogène. Donc vous couvrez en fait tout le spectre des nouvelles énergies en quelque sorte. Et quel est votre vécu de constructeur du mix énergétique ? Tout le monde l'a rappelé, effectivement, on est dans un mix énergétique avec des solutions qui correspondent à des besoins particuliers en termes de besoins énergétiques quotidiens. Aujourd'hui, je dirais, la transition s'est faite par accélération, comme on vient de le dire, sur les obligations réglementaires qui viennent de l'Europe, qui viennent aussi des nouveaux décrets français qui sont parus en novembre dernier. Aujourd'hui, nous, en tant que constructeurs, ça demande effectivement des développements importants. C'est le moment de rappeler qu'on a une empreinte industrielle et engineering et achat en France, avec plus de 4000 personnes, avec l'usine Danone, qu'on spécialise plutôt sur les technologies hybrides et GNV, l'usine de Liège dans les Deux-Sèvres qu'on spécialise plutôt dans l'électromobilité, et puis l'usine moteur FPT qui est à Bourbon-Lancy, donc qui nous produit les moteurs GNV. Donc c'est à partir de cette base industrielle qu'on est capable d'inventer, je dirais, la modularité qui permet pour un constructeur généraliste d'être capable d'offrir chaque année le mix énergétique dont on vient de parler. Après, aujourd'hui, j'ai rappelé quelles étaient la pénétration des différentes énergies et de leur croissance, plus 25% l'année dernière sur le nombre de véhicules à énergie alternative vendus en Europe. Malgré tout, je vous parle en tant que constructeur français, il y a quand même un tiers des véhicules électriques qui viennent directement ou indirectement de Chine. Donc c'est aussi un acteur très présent et qui tape aux portes de l'Europe, c'est vrai. Donc attention entre cette accélération qui fait rentrer des acteurs bien loin de chez nous. Ça, c'est pour la partie électromobilité. Après, pour l'hybridation, on abandonne progressivement les technologies full hybride pour les technologies mild hybride. On trouve que sur le point de vue du TCO, puisqu'on les a testées, les technologies hybrides ou hybrides rechargeables, on trouve que ce n'est pas les technologies les plus efficientes au niveau TCO. Et plutôt les technologies où on va basculer directement dans le zéro émission. On a parlé de la bascule de TCO qu'on peut prochainement atteindre sur inverser les coûts entre le diesel et les véhicules électriques, ou sur les micro-hybridations qui offrent finalement un gain intéressant en émissions de CO2, puisqu'on va être noté sur des émissions de CO2, vous le savez, sur les certificats CO2 prochainement, aussi dans le monde du carrébus. Par contre, à un coût beaucoup plus abordable qui devrait être, je dirais, la solution naturelle pour les véhicules à moteur à combustion interne. Et d'ailleurs, l'an dernier, je citais les 3000 véhicules électriques achetés, les 3000 véhicules GNV achetés, et il y a aussi 3000 véhicules hybrides achetés en Europe. Donc je dirais que les trois technologies sont à parité. Néanmoins, comme je le disais, les hybrides ne sont pas reconnus comme technologie éligible pour les véhicules en tant que tels, hormis si on les marie avec un carburant alternatif. Un mot peut-être également sur le trolleybus IMC, puisque vous êtes présent sur ce segment. Quelles sont, selon vous, les opportunités de développement de cette technique ? On finit par oublier que depuis plus de 100 ans, la traction électrique zéro émission existe. Et peut-être qu'à l'échelle mondiale, c'est peut-être encore la numéro 1. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bus à batterie vendus en Chine, donc peut-être que il y a eu une volte-face, mais on continue à l'offrir. On a vendu les premiers véhicules Crealis trolleybus IMC pour Limoges.
Lyon est l'autre ville qui s'intéresse, puisqu'ils ont aussi des programmes de renouvellement. Donc j'espère qu'on pourra remplacer les Crystalis articulés par des véhicules de chez nous à terme. Donc ça représente aussi quelque chose d'intéressant, puisqu'on a grosso modo besoin de 10 fois moins de batteries embarquées que pour faire la même autonomie en véhicule à recharge classique. En termes de rendement, c'est tout à fait intéressant, hein. Oui, c'est intéressant. C'est malheureusement peut-être un peu passé sous les radars. Néanmoins, il y a des programmes intéressants qui existent autour de Berlin, à Spandau, à Prague, dans plusieurs villes italiennes, toujours en Suisse. Il y a un programme aussi en cours, je crois, sur Arnhem aux Pays-Bas. Voilà, donc ça n'a pas totalement disparu. Heureusement. Nicolas Dago, on évoquait la jeunesse de votre PME finalement. Pourquoi HCI pouvait finalement croire si fort au développement de la marque Carsan en France? Est-ce le positionnement sur les midis? Oui, ça commence par ça. Ça commence par la singularité finalement de cette gamme au démarrage. Finalement, on ne vient pas s'attaquer au majeur. Ça nous permet effectivement d'essayer de s'imposer finalement sur un marché où il y a moins d'acteurs. Ça démarre aussi avec, je pense qu'on était légèrement en avance aussi sur l'électromobilité, avec une technologie, comme je disais tout à l'heure, effectivement issue de l'automobile, technologie simple, ce que n'avait pas forcément notre concurrent direct, notamment sur le 6 mètres. Si on regarde bien effectivement comment sont faits nos volumes, le Geste est un des véhicules le plus vendus effectivement en France, donc le 6 mètres. Le marché des minibus en France est un petit peu moins présent. À l'inverse, on a un développement beaucoup plus important sur d'autres territoires, type Belgique ou Luxembourg, où là le marché des 8-9 mètres est beaucoup plus intense, où l'électromobilité là aussi a son sens. Mais chaque pays est fondamentalement différent là aussi. La Belgique est moins rapide, par exemple, effectivement dans son développement de l'électromobilité. Le Luxembourg est beaucoup plus précis et va beaucoup plus loin dans la démarche. Et la France, très clairement aujourd'hui, effectivement, prend le pas, et notamment avec les aides dont on parlait tout à l'heure. Finalement, ça impacte aussi le TCO. Aujourd'hui, quand on a une aide de type Moebus, ou aujourd'hui l'aide actuelle qui va donc jusqu'à 150 000 euros, enfin 100 ou 150 000 euros, très clairement, ça permet d'avoir une acquisition de bus propres, électriques, à faible coût, et effectivement avec un impact TCO faible. Le prix du kilowattheure étant maîtrisé, ça aide largement. En partenariat avec les constructeurs, l'équipementier Voith, Pierre Lévy, se positionne aussi sur le nouveau marché du rétrofit. Il s'agit donc de transformer des bus diesel Euro 5 en véhicules full électrique ou bien biogaz. Où en est-on actuellement? Alors effectivement, on a deux axes. Je dirais le premier, la première offre qui existe, hein, c'est de convertir des véhicules diesel Euro 5, comme vous l'avez dit, en véhicules thermiques Euro 6, gaz biogaz. Donc là-dessus, nous, on n'est pas motoriste, hein, donc on ne touche pas du tout au périmètre moteur, mais par contre, on propose des remises à niveau de la transmission, en particulier du soft de pilotage de la boîte de vitesse, donc, qui inclut une révision complète de la mécanique, mais un passage à un soft qui est dédié au moteur gaz. Donc ça, on a déjà réalisé un premier démonstrateur avec un partenaire en France. Je dirais que c'est la solution la moins coûteuse aujourd'hui, hein, pour être éligible finalement au groupe 1 bis des véhicules et donc rentrer dans les zones à faible émission. Deuxième transformation, qui est plus lourde celle-là, c'est effectivement transformer un véhicule thermique en véhicule électrique. Donc on propose donc la chaîne de traction électrique VEDS dont on a parlé est proposée en premier équipement des constructeurs, donc on a des clients. Elle est proposée également pour du rétrofit, en partenariat avec des industriels qui ont la capacité de fournir finalement des panoplies complètes et éventuellement de réaliser d'ailleurs dans leurs ateliers la transformation des véhicules. Donc ça, c'est une voie de prospective assez avancée, hein. Il y a plusieurs groupes de travail en Europe, donc dans notre société, chez Voith, qui sont sur le sujet, avec des DSP, avec des industriels qui sont capables de faire la transformation. Et donc aujourd'hui, en Allemagne, on est en train de préparer la transformation d'un premier véhicule. Alors on utilise en réalité, en France en tout cas, je crois que c'est une directive européenne d'ailleurs, on utilise ce nouveau décret, hein, qui a été publié en 2020, qui autorise en fait ce genre de transformation sans passer par une homologation du constructeur, à condition de respecter une certaine enveloppe de performance, de puissance, de masse. Voilà. Donc si on est dans cette enveloppe, on n'a pas besoin d'une homologation du constructeur, ce qui va simplifier
les opérations de rétrofit électrique. Et les opérateurs, vous en pensez quoi du rétrofit finalement? Bruno Lapéry, vous voulez intervenir? Oui, c'est une solution que nous regardons aussi de très très près. Il y a, je sais pas, en France, il doit y avoir au moins 35-40 gens qui se déclarent rétrofiteurs. Il y en a un nouveau toutes les semaines à peu près. Parce que c'est ce fameux décret que vous évoquiez qui a ouvert la voie. C'est intéressant. Nous, on a finalement 3 critères importants pour faire un choix vers un rétrofit, quelle que soit l'énergie vers laquelle on va. Le premier, c'est qu'il y a un client. Donc quelqu'un qui va dire oui, je veux confier une DSP ou confier à un opérateur l'exploitation de tel véhicule. C'est pas anodin parce que tant que le client ne dit pas j'accepte d'élever l'âge moyen de la flotte, j'accepte d'élever l'âge maximum de mes véhicules, par exemple de 15 à 20 ans, il va y avoir un problème économique sérieux. Voilà. Et pas que économique d'ailleurs. Donc Deuxième critère, c'est que quoi qu'en dise le décret, si l'industriel ou le manufacturier qui se propose de faire le rétrofit a l'accès à toutes les données du véhicule par le constructeur initial avec sa bénédiction, ça nous paraît être un critère important. Voilà. Et le troisième, c'est la capacité industrielle de l'opérateur, parce que l'équation, enfin le domaine de pertinence de l'équation est assez faible. Il faut des véhicules qui ont le bon âge au bon moment, dans une quantité suffisante pour qu'il y ait un équilibre économique, et donc ça veut dire qu'il faut pas 5 ans pour les fabriquer, pour les transformer. Il faut quelques mois en fait, ou 1 an, voilà. Et donc le domaine de pertinence, il est très étroit en fait. Quand on sait en plus qu'un kit de rétrofit, il est lié à un modèle particulier très précisément et que l'homologation sera pour ça et pas pour celui d'à côté, ben, le domaine de pertinence, il y en a un, il y en a plein, mais il n'est pas si large que ça. Il n'est pas si large que ça. Donc oui, on s'y intéresse beaucoup. François Varnier de Vailly, à la RATP, le rétrofit n'est pas à l'ordre du jour. Oui, alors nous, effectivement, on est sur une flotte massive. Donc voilà, effectivement, le domaine de pertinence, en fait, avec l'âge moyen du parc et les kilomètres que nous réalisons, en fait, on a de la peine à positionner pour la flotte en Île-de-France le domaine de pertinence du rétrofit, ou en tous les cas, il faut attendre que l'industrie se stabilise et que les process se renforcent. Donc on continue à regarder, à observer, mais effectivement, pas encore le degré de pertinence pour l'Île-de-France. Aurélien Achard, en tant que financier, vous avez une opinion sur le rétrofit? Oui, je pense que Bruno a très bien résumé les critères qui sont importants aussi d'un point de vue du financeur. C'est-à-dire que cette logique industrielle est très importante. Il faut avoir des acteurs qui sont solides dans leur approche industrielle, avec une vision de long terme, puisqu'on ne va pas nous financer sur 2 ans ces équipements. Il faut évidemment un client qui va avoir confiance en la solution, que ce soit l'opérateur ou sa collectivité. Et après, sur cette base-là, nous, on est très intéressés. On pense que c'est tout à fait pertinent, ces solutions. On va amener de la rapidité pour faire la transition sur ces flottes-là. On va aussi amener une brique d'économie circulaire très importante. Quand on pense aux cars scolaires, quand on pense à certains bus qui n'ont pas tous un range de 250 km par jour dans les centres-villes, il y a certainement une complémentarité. Bon, voilà, il y a aujourd'hui des flottes, je ne sais pas exactement quelle est la moyenne d'âge de la flotte dans Paris, mais il y a peut-être certaines lignes qui d'ores et déjà pourraient quasiment, sur une 50aine de bus, une 30aine de bus, éviter qu'on ait aujourd'hui des diesels de 5, 7, 8 ans dans les centres-villes. Donc on a peut-être d'ores et déjà des zones de pertinence. Très clairement, nous en tant que financeurs, on regarde évidemment ces solutions-là et de la même façon qu'on peut amener avec le battery as a service une solution qui garantit la performance, on pourra sur le rétrofit transformer un coût de carburant, puisqu'aujourd'hui on parle de coût de carburant pour ces diesels, en un coût de rétrofit as a service qui sera amené à faire finalement des OPEX autour de la batterie et du kit autour. Donc nous on est totalement impliqués dans ces innovations-là, dans ces transformations, mais avec toutes les préventions qui ont été très bien résumé par Bruno Lapéry sur l'aspect industriel et réellement long terme et on va dire avec une ambition de qualité de ces solutions. Chez les constructeurs, quelqu'un veut réagir par rapport à ça?
Philippe Gardner pour Volvo. Je dirais qu'on est, nous, très occupés par cette feuille de route là, massive là, sur la décarbonation, parce que quand je parlais d'atteindre à 2030 40% de réduction sur les émissions générées par nos véhicules et 50% de réduction des émissions, je dirais, liées à notre activité, je dirais qu'effectivement, il y a des efforts très importants en termes d'investissement qui sont réalisés, et aujourd'hui, en fait, on concentre bien sûr nos moyens là-dessus, puisqu'en fait, c'est... je dirais déjà un sacré challenge. Quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, Nicolas Dago. Non, pardon. Avant éventuellement de passer la parole à Nicolas, juste pour dire que l'appel à projet qu'on évoquait tout à l'heure, qui va venir financer la transition vers l'électrique, intègre aussi la possibilité de financer des projets de rétrofit. Tout à fait. Là encore, c'est un coup de pouce majeur pour passer à l'échelle sur ces solutions-là. C'est vraiment important d'avoir en tête que l'enjeu désormais, c'est vraiment le volume, et les conditions là sont réunies pour que ça le fasse. Je n'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter sur le sujet. En tant que distributeur, on a une particularité, on n'est pas industriel, donc on n'assume pas les coûts effectivement de développement sur l'électromobilité sur lesquels, en tout cas, Carson investit. Nous, on a une réflexion aussi sur cette partie-là, en tout cas, qui, en tant que distributeur et ayant des ateliers, nous permettrait éventuellement d'aller, en tout cas, accompagner cette démarche. Ah oui, vous pourriez être partie prenante. On pourrait le faire, en tout cas, c'est une réflexion qu'on a au niveau de notre direction. Alors après, effectivement, l'intérêt, il ne faut pas être l'acteur de trop, ça c'est clair. Il ne faut pas prendre le train trop tard non plus, donc c'est une réflexion qu'on mène maintenant. On ne sait pas effectivement si on ira au bout ou pas, c'est en réflexion. D'accord. Jean-Marc Boucheret, vous souhaitez réagir? Ouais, effectivement, vu la taille du parc que l'on a en France, on a été sollicité par de multiples acteurs déclarés. En fait, effectivement, notre approche est déjà d'écouter nos clients, puisqu'ils ont des choses intéressantes à partager sur la façon justement dont ils voient l'avenir de la flotte qu'ils exploitent. C'est pareil d'évaluer, je dirais, le business model qu'ils envisagent pour éventuellement détecter les forces et les faiblesses, d'évaluer, je dirais, la capacité technique qu'ils peuvent apporter pour gérer un projet comme ça, parce que c'est pas notre projet, c'est leur projet. Donc on a eu l'occasion de répondre aux sollicitations de peu de cas finalement. Il y en a un qui a été présenté à l'occasion de Solutrans, qui était le projet d'évaluer le retrofitage en GNV, donc un projet qui s'appelle Ecolcar, qui s'est déroulé. Donc pour nous, ça a été de vendre, je dirais, le kit de pièces nécessaires pour avoir finalement la motorisation GNV, mais nous ne sommes pas le porteur du projet. En l'occurrence, c'est les cars Berthollet avec le CRMT. Voilà un cas où effectivement un projet sur un exemple se fait. Mais le nombre de demandes est assez incroyable. Après, je ne sais pas, juste pour avoir un chiffre, puisqu'on parle du décret. Alors, je ne sais plus s'il date de mars 2018 ou mars 2019, le décret de rétrofit. 2020, oui. Ouais, bon, il y a eu 20 véhicules, là si je parle des voitures particulières, il y en a eu 20 qui ont été réalisés en rétrofitage depuis qu'on en parle, parce que ça fait la une des journaux tous les 4 matins en fait. Donc je dirais, il y a une étude de l'ADEME aussi qui a été faite, qui a analysé par segment de marché depuis la voiture particulière, le VUL, le poids lourd, etc., pour essayer de déterminer le domaine de pertinence, en particulier pour juger que sur la voiture particulière, ça ne va probablement pas se faire, compte tenu du prix des véhicules d'entrée de gamme dans le domaine. Pierre Lévy, vous auriez une opinion pour Voith à exprimer sur cette question? Alors, pas d'opinion, nous on est équipementier, on accompagne, on essaye d'inciter, on est présent, donc effectivement, donc ce décret a été publié en 2020. On a approché un certain nombre d'industriels pour voir la possibilité de s'inscrire dans des transformations. Donc aujourd'hui en France, de fait, on n'en a pas accompagné encore, ça viendra, j'espère. Et on est partie prenante dans le projet Ecolcar qu'a cité Jean-Marc. Donc nous, on a travaillé sur notre boîte de vitesse et on a fait une remise à niveau complète. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une adaptation du soft
justement au fonctionnement avec un moteur GNV Euro 6. Après, anticiper le devenir du projet, effectivement, le point de fonctionnement, il n'est pas très évident à trouver. Si le véhicule est trop récent, ça ne peut pas aller. Il faut qu'il ait plus de 5 ans, de toute façon, c'est aussi une des clauses du décret. S'il est trop ancien, il y a de toute façon une telle remise à niveau complète du véhicule qui doit se faire en plus de la chaîne de traction que ça devient finalement pas compétitif par rapport à un véhicule neuf. Voilà. Alors j'aimerais qu'on parle un peu maintenant d'hydrogène. François Varnier de Vailly, à la RATP, vous avez expérimenté en fin de l'année dernière un véhicule Solaris Urbino de 12 mètres, donc à pile à combustible. Et vous expérimentez, je crois, actuellement en exploitation probatoire un véhicule Caetano avec une technologie Toyota. Quelle est la position actuelle de la régie par rapport à l'hydrogène ? Alors, l'hydrogène, c'est effectivement, comme mon collègue de Keolis, ce qui était vrai hier l'est plus complètement. Voilà. Aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, on se disait tous que l'hydrogène, c'était un peu loin et qu'il fallait un peu attendre. Si vous regardez effectivement les dernières simulations qu'on a faites, montre que finalement le point de bascule et de l'hydrogène, si on est sur des cours de l'énergie tels qu'ils sont aujourd'hui, qui se stabilisent, rentre de nouveau dans la course, alors qu'on était tout de même sur des perspectives un peu long terme, selon la manière dont on achète. Voilà, donc c'est là où c'est très intéressant cette période où ce qui était en fonction effectivement de ces prix d'énergie, on peut regarder. Là, on en est clairement sur de la montée en puissance. Voilà, donc on a testé, on a maintenant nous un véhicule qui tourne en exploitation régulière sur La Roche, sur Yon. Voilà, donc on est attentif, partie prenant. Voilà. Et effectivement, je trouve que les derniers événements font que je pense que le collectif regardera l'hydrogène un peu différemment. Bruno Lapéry, chez Keolis, sauf erreur, vous avez une quinzaine de véhicules à hydrogène, 17, pardonnez-moi, 17 qui tournent actuellement. Quel est votre retour d'expérience ? Déjà, le chiffre 17 sur 23 000, bon, c'est peu. Je ne le commande pas. Je ne le commande pas. L'hydrogène. Potentiellement, c'est le Graal, en fait. C'est le Graal parce qu'on a un vrai véhicule zéro émission qui roule 400 km. Voilà. Oui, mais à quel prix ? Mais tout est dans le potentiel. Tout est dans le potentiellement. Maintenant, on en exploite depuis presque 2 ans. Là. Enfin, ça fera 2 ans bientôt. La technologie est en voie de stabilisation. Je pèse mes mots. Est en voie de stabilisation. Voilà. Et aujourd'hui, si je parle de Pau, par exemple, on a une très bonne disponibilité du véhicule, qui est de l'ordre de 95%, voilà, qui est très élevé, mais au prix de moyens dans les ateliers qui sont extrêmement importants. Autrement dit, la disponibilité, elle n'est pas liée à la fiabilité de la technologie, elle est liée au fait qu'on arrive à la réparer très facilement, enfin, parce qu'on a appris. Voilà. Donc c'est à ce prix-là, et ça coûte vraiment cher. Donc en devenir après, rappelons qu'il faut 3 fois plus d'électricité pour faire tourner un véhicule à pile à combustible qu'un véhicule électrique. C'est le rendement qui est vraiment 3 fois plus. Bien inférieur. Ça veut dire qu'il faut 60 kWh pour faire 1 kg d'hydrogène. Voilà, donc vous ferez le calcul au prix à 22 centimes du kilowattheure, vous comprenez tout de suite que le prix du kilo d'hydrogène, rien que par l'électricité, est très élevé, tant qu'on n'a pas massifié. Aujourd'hui, oui, pour reparler du fameux TCO, c'est x2,5, x3, sans aucun problème. Et oui, et comme le kilowattheure, à mon avis, ne va pas beaucoup diminuer, enfin on verra, mais ça va encore renchérir. Donc potentiellement c'est le Graal, c'est en voie de stabilisation. Voilà. Philippe Gardner, pour Volvo, qu'est-ce que vous pensez de l'hydrogène ? Vous y croyez ? Alors, l'hydrogène est clairement sur la feuille de route là, de ce plan de décarbonation, mais dans des applications particulières où justement, comme le disait mon voisin, il y a un besoin entre guillemets de distance à parcourir ou d'autonomie importante. Donc en fait, très clairement, il fait partie de la feuille de route
sur les véhicules routiers, je parle des camions, et également en fait sur les autocars de tourisme. Mais là aussi, on pense qu'il y a nécessité de descendre dans les coûts et d'industrialiser, de disposer d'une vraie pile à combustible, entre guillemets, adaptée au mode lourd. Et ça, je dirais qu'on ne voit pas ça se profiler dans les 2 années qui viennent. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais ça fait partie des solutions, et effectivement, ça mélange le côté zéro émission qu'on apprécie beaucoup de l'électrique avec une indépendance en termes d'autonomie là, qui est forcément enviable. Jean-Marc Boucheret, on indiquait tout à l'heure que chez Iveco, vous étiez dans les starting blocks concernant l'hydrogène. À quel horizon pensez-vous sortir un véhicule ? Je dirais qu'il y a effectivement une appétence dans certains marchés, en particulier en France. Aujourd'hui, le marché est concentré sur un certain nombre d'appels à projets venant de collectivités de taille intermédiaire. Voilà, sur les 10 grosses capitales de région que font, je dirais, la majeure partie du marché français, aucune n'y est allée, je dirais, hormis Dijon, qui a effectivement un plan, Montpellier, qui a finalement abandonné, RATP qui le place sur un horizon un peu plus lointain. Donc je dirais que le marché est particulier dans la mesure où il est atomisé. Donc ça veut dire qu'effectivement, mis bout à bout, on voit effectivement un marché qu'il faut aller chercher un par un, je dirais. Donc potentiellement, c'est quelque chose qu'on peut adresser dans la mesure où on a les usines qui font les véhicules zéro émission. On connaît donc toute la technologie zéro émission, moteur et batterie. On connaît la technologie gaz, très bien. Donc je dirais qu'on a toutes les briques pour réussir. Aujourd'hui, néanmoins, ça représente des budgets de développement colossaux pour un marché dont on vient de parler, qui est limité et qui est soutenu par les projets ADEME, les écosystèmes de mobilité. Donc l'équation est difficile. Nous, les programmes de développement, il faut entre 2 et 3 ans pour les mener à bien. Donc nous déposons aussi des demandes d'aide à la subvention, que ce soit l'État français, que ce soit à l'Europe. Donc si effectivement tous les signaux passent au vert, on pourrait enclencher la seconde phase qui est de réaliser l'investissement pour des véhicules correspondant aux besoins de zéro émission dont on vient de parler. Donc voilà, à peu près où on en est. Néanmoins, effectivement, quand vous mettez sur la table le besoin en électricité verte et je dirais le TCO provenant des organes qu'on doit monter, ben effectivement, aujourd'hui, compte tenu de la densité énergétique des batteries, compte tenu du prix sur les batteries, on peut aujourd'hui faire de plus en plus de kilomètres. Je ne parle pas de faire des records comme on l'a fait, de faire 500 km avec une charge, mais s'il faut passer de 200 à 250 km, quelles que soient les conditions climatiques et d'exploitation, aujourd'hui on l'atteint. Donc je dirais le segment de pertinence purement économique de l'hydrogène potentiellement pourrait se restreindre. Ou alors il va falloir trouver des cas d'usage très très particuliers, mais il faudrait qu'il y ait un volume de ces cas d'usage qui justifient de fait de faire une gamme à part. Voilà pour partager cette vision. Nicolas Dago, il y a des projets d'élargir votre gamme également vers l'hydrogène ? Alors déjà, effectivement, Carson est allé assez vite, puisqu'en 3 ans, on a fait du 6, on a fait du 8, on fait du 12, du 10 et du 18. Donc tout ça en moins de 3 ans. On a certainement la gamme la plus large aujourd'hui en électromobilité. Alors, on n'est pas dans le secret industriel de Carson, puisqu'on est simple distributeur, même si on est en partie filiale, mais ils gèrent en tout cas leur évolution. Très clairement, c'est une entreprise innovante. Ils le montrent aujourd'hui avec l'attaque autonome. Et oui, a priori, ils iront. Après, la question, c'est quand ? C'est un projet pour demain, c'est ce qu'on vient de se dire. C'est un vrai projet pour demain, c'est pas un projet pour aujourd'hui. Pierre Lévy, vous travaillez également sur la piste du moteur thermique à hydrogène. Est-ce qu'il
il pourrait y avoir une opportunité sur le domaine du bus où il faut le réserver d'emblée aux camions? Alors, je corrige un peu ce que vous dites. En fait, nous, on travaille sur une proposition qui arrivera à maturité vers 2025 pour les contenants, en fait. Donc, c'est-à-dire, en fait, les réservoirs destinés à recevoir l'hydrogène. Je voulais que j'écourte un peu, non? Si, tout de même. Ouais. Donc, on travaille. Terminé, je vous en prie. D'accord. Donc, on travaille donc sur les contenants. Donc, on a juste peut-être pour rappeler 2-3 grandeurs physiques très rapidement. Donc, la capacité calorifique de l'hydrogène, 1 kg d'hydrogène, c'est 33 kWh. 1 kg de gazole, donc c'est-à-dire un peu plus d'1 litre, c'est 12 kWh à peu près. Et par contre, 1 kg d'hydrogène à la pression atmosphérique, c'est 11 mètres cubes. Voilà. Donc, il s'agit de comprimer le gaz. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a deux catégories en fait qui sont aujourd'hui. Il y a des normes qui existent. Donc, il y a des réservoirs 350 bars et des réservoirs 700 bars. Donc, nous, on se positionne dans notre développement sur le réservoir 700 bars en fibre de carbone. Et l'objectif, c'est donc de proposer des modules complets qui permettent d'emmagasiner donc à température ambiante sous 700 bars à peu près 55 kg d'hydrogène. Ce qui donne une autonomie moyenne en fait pour un véhicule soit moteur électrique avec une pile à combustible, soit avec effectivement un moteur thermique hydrogène de 700 à 800 km environ. Donc on va adresser plutôt là le marché du camion. Et dans un deuxième temps, mais à peu près simultanément, ou peu de temps après, effectivement les autocars de grande ligne, les autocars qui sont destinés à faire vraiment de la ligne et qui ont besoin d'autonomie. Le bus urbain à hydrogène, c'est plutôt donc on a besoin de moins de capacité, donc ce sont des réservoirs de 350 bars qu'aujourd'hui on n'a pas en développement. Et notre objectif donc c'est d'être homologué et de commencer à fournir à partir de la fin 2025-2030. D'accord, eh bien merci beaucoup pour ces précisions. Le temps est venu maintenant de vous donner la parole, chers amis du public, si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants. Oui. Bonjour, Gauthier Châtelu, Banque des Territoires à la Caisse des dépôts. Ravi de voir tous ces progrès et toute cette panoplie de solutions qui arrivent et qui se déploient de plus en plus. Il y a un point que vous n'avez pas du tout abordé en comparant les fuels, qui est celui du cycle complet quand on fait des analyses d'émissions CO2, qui comprennent le coût de fabrication des batteries en CO2 qui impacte fortement finalement. Alors c'est vrai que l'Europe regarde que ce qu'il y a à l'émission au pot d'échappement. De même sur les biocarburants, il y a des analyses récentes qui montrent que le coût de production des biocarburants en CO2 vaut celui des énergies fossiles. En tout cas, c'est ce que la Fédération Nature Environnement a sorti récemment. Donc est-ce que ça fait partie parce que ça risque de venir quand même en compte fortement dans les années qui viennent, est-ce que ça fait partie des analyses que vous prenez en compte aujourd'hui quand vous comparez des solutions, ou ça reste pour vous un problème du futur? Qui souhaite répondre? Jean-Marc Boucheret, pardon. Oui, il y a une première chose, c'est que du coup, au niveau européen, au niveau de la Commission européenne, elle s'est donnée aussi comme objectif en 2023 de déterminer une méthode de calcul de cette thématique-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va l'implanter dans la foulée pour la réglementation CO2, mais en tous les cas d'avoir une démarche d'ici à l'année prochaine. Après, il y a eu plusieurs études, l'étude IFPEN, l'étude Carbone 4, qui se sont intéressées à l'analyse du cycle de vie sur les différentes technologies, que ce soit comme référence le diesel, mais aussi la batterie, l'hydrogène, le GNV, le bio-GNV, les biocarburants. Je dirais qu'aujourd'hui, pour parler de la France, c'est clair qu'il ne devrait ne subsister que le bio-GNV, le véhicule électrique, et l'hydrogène à base d'électricité 100% renouvelable. Ça, c'est je dirais, le résultat des deux études IFPEN ou Carbone 4. Donc ça, et dans les deux cas, on trouve, je dirais, un bénéfice environnemental global sur les émissions de CO2 qui est de réduire
entre 5 et 10 fois l'empreinte carbone par rapport aux technologies conventionnelles, qui est la fabrication du véhicule diesel et, je dirais, la combustion du gazole. Donc ça, je dirais, c'est quand même établi. En revanche, c'est vrai que c'est valable pour la France, où on a, je dirais, la chance d'avoir une électricité bas carbone. Si vous exportez ça dans d'autres pays où il n'y a pas la même électricité bas carbone, ben, effectivement, le compte est moins intéressant, quoi. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc, forcément, en tant qu'industriel, on le prend en compte parce qu'on sait que c'est comme ça que les collectivités vont, je dirais, faire leur choix. Aujourd'hui, alors on peut rouspéter contre le fait que finalement les directives CO2 pour les constructeurs ne prennent pas ça en compte. Néanmoins, les collectivités prennent en compte la base carbone pour analyser la performance environnementale des carburants qu'ils choisissent dans les appels d'offres. Voilà sur ce que je peux partager. Et c'est vrai que du coup, nous, on retient comme énergie dans nos plans de développement de façon prioritaire l'électromobilité et le bio-GNV issu de ces réflexions-là. Un autre intervenant souhaite ajouter quelque chose. Philippe Gardner pour Volvo. Je dirais que les choix qu'on fait sont effectivement, je dirais, orientés par rapport à cette analyse globale, pas seulement, entre guillemets, les émissions, je dirais, à l'échappement. Donc en fait, de notre côté, effectivement, ça nous conduit aussi à aller vers l'électromobilité, puisqu'on a des rendements et une efficience importante au niveau des moteurs. Après se pose effectivement la question de l'utilisation. On disait tout à l'heure qu'il y a un mix énergétique et des cas d'application en fait, qui rendent des solutions pertinentes à certains endroits et moins à d'autres. Je dirais que pour le véhicule électrique, effectivement, ça me paraît important d'avoir une utilisation importante en nombre de kilomètres parcourus, de façon à ce qu'effectivement l'impact batterie soit, je dirais, réduit. Et l'autre point également qui me semble important, c'est sur cette partie, je dirais, batterie, de travailler en fait sur une deuxième utilisation des batteries. On parlait tout à l'heure d'éoliennes. Nous, on a des projets où on utilise déjà des batteries qui ne sont plus propres à l'utilisation dans des véhicules urbains pour des questions d'autonomie. On les utilise en fait pour stocker l'énergie des éoliennes ou stocker de l'énergie solaire qu'on peut en fait restituer par la suite. Donc il y a vraiment en fait une démarche et une réflexion d'économie presque circulaire à avoir. Pas d'autres réactions? On peut passer à une autre question? Merci. Bonsoir, merci pour les présentations. Juste une petite curiosité sur le carton d'invitation qu'on a eu, donc la recharge par pantographe. Je voulais savoir du côté des constructeurs, est-ce que ça représentait quelque chose, et du côté des opérateurs en exploitation, quelles contraintes pour ce type de recharge au terminus. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? Je peux peut-être prendre la parole, puisqu'on Oui, avait commencé très tôt avec... justement des véhicules électriques avec pantographe. Göteborg, plutôt. Göteborg. Ça répond un peu à la question précédente. La vision de Volvo, c'était vraiment de réduire au maximum l'impact batterie et le nombre de batteries à transporter dans le véhicule. Et effectivement, on avait par cette technologie de recharge par pantographe la capacité de réduire énormément le nombre de batteries embarquées. On s'est très rapidement aperçu que compte tenu des contraintes d'exploitation, c'était en fait un modèle qui n'était pas applicable partout. Donc aujourd'hui, on propose la charge en dépôt avec des quantités de batteries plus importantes, mais une autonomie et une indépendance d'exploitation beaucoup plus importantes. Donc là encore, je pense qu'il n'y a pas de solution universelle, ça dépend du cas d'application et de la zone où les véhicules sont exploités. Alors, Bruno Lapéry, peut-être non. Donc nous, on a testé la RATP, on a testé le pantographe porte de Saint-Cloud. On l'a testé avec un succès limité. Voilà, donc je pense que ça fait partie. Alors c'était, je pense, important qu'on le teste en conditions d'exploitation. J'ai aussi participé au retour d'expérience à Montréal où ils ont fait des tests et où ça marche. Voilà, où c'est un peu compliqué parce que avec les congères, ils ont des problèmes pour justement placer le véhicule l'hiver. Donc, parce que c'était en ligne. Bon, voilà, je pense que là,
on rajoute de la complexité au système. Voilà, donc si on veut être un peu robuste en exploitation, ce qui est tout de même un peu ce qui nous est demandé en tant qu'exploitant, voilà, c'est une solution qui est apportée. On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. On peut simplement dire que voilà, on se rajoute des équipements en plus et une complexité. Voilà. Et que ça peut répondre sur certaines lignes. Effectivement, des grandes lignes en exploitation, je pense Saint-Aubin du Médoc à Bordeaux, où ils ont une grande ligne et où du coup ils arrivent à cette technologie-là avec une proposition. Donc voilà, pas d'avis, ou en tous les cas, on a constaté qu'on se rajoutait tout de même une complexité, mais que ça peut répondre dans ce panel de solutions à une réalité pour certaines lignes. Bruno Lapéry, vous vouliez ajouter un mot. Je sais pas, je suis peut-être moins diplomate. Nous, on a à peu près un tiers de nos 1000 véhicules qui sont avec des pantographes. Ah. Et si on avait pu l'éviter, on l'aurait évité, franchement. Voilà. Mais c'est une vision d'exploitant, hein, c'est pas du tout... Alors, il y a des cas où on ne peut pas l'éviter, et on n'y pense pas tout le temps. En fait, c'est le dépôt. C'est-à-dire que on a certains dépôts, et ça va être de plus en plus le cas parce qu'on fait du brownfield et moins de greenfield sur les dépôts électriques. Donc on va transformer des dépôts qui sont très contraints en milieu urbain, voilà, dans des grandes villes. Et en fait, c'est la gestion des entrées et sorties du dépôt avec une charge lente qui n'est pas possible. Donc quand bien même on mettrait des très grosses batteries en disant super, je vais brancher la nuit. En fait, c'est les first in, first out, notamment quand on a des véhicules en ligne dans les dépôts. Qui font qu'on est obligé d'avoir des pantographes avec des charges rapides parce qu'on ne peut pas faire rentrer et sortir les véhicules de manière cohérente et compatible avec l'exploitation et une charge lente. Voilà. Ah oui, des fois, c'est un aspect tout à fait intéressant. C'est uniquement à cause du dépôt. Et ça va être de plus en plus le maillon faible des systèmes électriques. Ça va être les dépôts, en fait, qui sont en zone urbaine. Voilà. Compliqué de rentrer, de sortir. Donc oui, le pantographe, c'est compliqué, c'est pas forcément robuste, enfin, c'est difficile à exploiter. Voilà. Un autre intervenant souhaite ajouter quelque chose ? Juste pour dire que du coup, il y a eu un programme aussi européen qui a visé à regarder l'interopérabilité des véhicules, en particulier avec les pantographes. Donc ça, c'est le programme de l'UITP qui s'appelle Assured, A2SURED. Et donc, qui se terminait. Je crois qu'il y avait même le meeting, le dernier meeting qui était lundi de cette semaine. Donc, il y a peut-être des replays disponibles pour voir quelles étaient les choses intéressantes trouvées. On a participé, nous, en allant sur plusieurs sites à travers l'Europe pour justement tester ça, pour voir quels sont les points faibles, en particulier les temps perdus pour avoir la communication réussie entre le véhicule et l'infrastructure, parce que comme on est sur des charges rapides, il ne faut pas que le temps perdu à ce que le véhicule reconnaisse en infrastructure soit des temps improductifs. Je cite parmi les sujets intéressants à creuser pour améliorer la performance. Mais dans des cas comme les Pays-Bas, où on a des lignes qui roulent beaucoup plus vite qu'en France, où on fait 100 000 km par an contre 40 000, effectivement, il y a eu de nombreux réseaux qui sont partis en pantographe, à moitié dans le dépôt, à moitié sur la voirie, avec les contraintes qu'on peut comprendre. Mais voilà, nous, on a des véhicules sur Groningen et Utrecht. Une autre question, peut-être ? Oui. Bonjour, Mouna Boulabal d'Ingérop. Moi, j'avais une question sur plutôt la filière GNV, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Tout à l'heure, la RATP, vous disiez qu'il fallait avoir une vision de long terme. Comment vous avez construit votre vision de long terme, puisque je crois qu'il y a des bus qui sont au GNV ou au bio-GNV dans le programme Bus 2025, n'est-ce pas ? Oui. Donc cette vision de long terme, comment vous la construisez, puisque le GNV va être appelé à s'arrêter, à être retiré ? Donc pas forcément maintenant, mais on sent qu'il y a quand même une épée de Damoclès. Est-ce qu'il y a une transition vers l'hydrogène ? Est-ce qu'on compte uniquement sur le bio-GNV, mais alors comment on maîtrise le territoire ? C'est la question que je voulais vous poser. Merci. Ouais, donc en fait, il y a plusieurs questions. C'est en gros la question, est-ce que le GNV est-il un carburant de transition ? Voilà.
quelle est sa réalité. Voilà. Bon, aujourd'hui, le bio-GNV, il s'installe, il se développe, il y a des investissements qui sont faits. Donc, tout de même, on peut se dire qu'il y a tout de même une certaine robustesse de cette filière, quoi. Sinon, on ne serait pas là. Voilà, donc on n'est pas. Voilà. Après, c'est la question, c'est l'émergence de la filière hydrogène qui effectivement se pose. Et est-ce que le développement des infrastructures de production de masse arrive, et à quelle fréquence et avec quelle rapidité. Voilà, et donc c'est ça. Et après, il faut se rappeler tout de même que les exploitants que nous sommes, on dépend des autorités organisatrices, et en tous les cas, le cas de la RATP en Île-de-France, voilà, il y a un choix d'Île-de-France Mobilité et de la région de pousser la filière bio-GNV de manière significative. Et donc c'est là où effectivement on est, la vision du territoire et des élus est éminemment prégnante. Je compléterai en disant qu'aujourd'hui, le GNV en tant que système à base d'énergie fossile sera amené à disparaître. Après l'émergence du biométhane issu des territoires en tant qu'énergie locale, décarbonée, qui en même temps création d'emplois, ça c'est quelque chose qui est en fort développement. La France a produit l'année dernière 6 TWh de biométhane. Aujourd'hui, on est à un taux d'incorporation de 20% en France. Il y a une forte intérêt des collectivités dans la mesure où elles ont aussi, en tant que compétence, la gestion des déchets. Donc aujourd'hui, elles ont la capacité, elles ont même le devoir de gérer la gestion des biodéchets. Ça va être renforcé en 2024 avec les nouvelles lois type loi AGEC, issues de la loi sur la transition énergétique. Donc le volume de biodéchets à méthaniser sous gouvernance des métropoles va croître. Aujourd'hui, elles ont par exemple déjà des projets de méthanisation au niveau des stations d'épuration, c'est les bouts de steppe. Il y a 30 sites en France qui fonctionnent de cette manière. Donc elles ont à la fois la capacité de valoriser ces déchets en tant qu'énergie et en même temps la compétence transport. Si je prends l'exemple de la métropole de Grenoble, avec une première infrastructure de méthanisation, elles ont déjà le potentiel d'alimenter 80 de leurs véhicules lourds au biométhane pour leur usage propre. Donc ce sont des véhicules de transport marchandises municipaux, ce sont les bennes à ordures ménagères ou les autobus. Si vous prenez l'exemple des autres métropoles qui seraient Lyon, pareil, un premier projet, puis un second projet après la Fessine, c'est Pierre-Bénite. Donc je dirais la ressource énergétique, quelque part, elle est sans fin, puisque la gestion des déchets devient de plus en plus cruciale à l'échelle de la planète. Donc aujourd'hui, les projections qui sont faites par différentes études montrent que potentiellement, il y a une part de cette énergie qui pourrait représenter 30%. Et aujourd'hui, le fait est là. Si je prends l'exemple, je vous ai cité les bus. Aujourd'hui, un autobus sur 2 vendu en France, il est au GNV. Si je prends l'exemple des transports de marchandises, c'est l'an dernier 1700 poids lourds qui ont été immatriculés au GNV en France. Donc la dynamique, à la fois sur la motorisation comme sur la génération du biométhane, elle est forte. Elle a été renforcée au mois de mars par des préconisations de la Commission européenne pour produire 35 milliards de mètres cubes de biométhane pour essayer de réduire les dépendances aux importations, bon, notamment celle de la Russie. Donc c'est, je dirais, de partout, tout converge pour faire que ça soit une énergie de croissance pérenne, bas carbone et non délocalisable, puisque c'est aujourd'hui le problème. Alors quel est le lien avec le prix de l'énergie ? Je dirais qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une anormalité qui est que le biométhane carburant ne bénéficie pas d'exemption de la TICGN, parce qu'aujourd'hui, il est quand même contributeur de la décarbonation. Donc ça, c'est une première anomalie. Seconde chose, je pourrais citer le cas d'un des fournisseurs d'énergie que l'on connaît à travers une exploitation. On a un car GNV qui est exploité par Flixbus entre Bruxelles et Amsterdam. C'est un véhicule qui fait 2 fois l'aller-retour par jour. Et c'est Orange Gas qui est fournisseur d'énergie, donc un néerlandais.
Et il a décidé, par exemple, de figer le prix de son énergie à 1 € le kilo pour le bio-GNV pour toute l'année 2022. Donc aujourd'hui, aussi anomalie, il n'y a aucune raison que le prix du biogaz soit, je dirais, assujetti à celui des énergies carbonées. Oui, Pierre Lévy. Oui, pour terminer là-dessus, donc c'est cet ensemble de considérations qui vient d'être cité qui nous a amené à développer la boîte micro-hybride. La boîte que j'ai mentionnée tout à l'heure est destinée à être montée sur un moteur thermique, de préférence gaz et de préférence biogaz. Donc on a une visibilité vraiment à moyen long terme sur la pérennité des investissements qu'on a fait, forcément. Sachant que le biogaz, il peut être obtenu donc effectivement par transformation des déchets, il peut être obtenu, ça c'est la méthanisation, il peut être obtenu par méthanation, ce qui est un peu autre chose, qui est la transformation du CO2 en injectant de l'hydrogène, ce qui permet de faire du CH4 aussi. Donc il y a plusieurs voies vraiment vertueuses pour faire fonctionner un moteur thermique aujourd'hui et demain. Quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose concernant cet aspect biogaz et GNV? Non? Oui, Philippe Garner. Je dirais qu'effectivement, en fait, le mix énergétique comprend cette partie biogaz qui nous paraît effectivement très vertueuse. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger non plus des énergies comme le B100 qui sont aussi en fait fabriquées en France, qui contribuent à l'indépendance, je dirais, à la fois alimentaire et énergétique du pays, et qui, entre guillemets, ne nécessitent pas de lourds investissements en infrastructure. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive, en fin de compte, à travailler sur l'ensemble de ces pistes pour accélérer, en fait, cette transition énergétique dont on a tous besoin. Y aurait-il une autre question parmi le public? Oui. On vous apporte le micro. Merci à Armand Toubol, ancien dirigeant de la SNCF. Ma question porte d'abord sur l'hydrogène. On a entendu effectivement tout l'intérêt qui s'attache à cette solution, qui est totalement le Graal, comme ça a été dit à un moment donné. Un petit détail quand même, vous n'avez pas parlé de sécurité. Or, c'est un sujet qui me semble, en ce qui concerne l'hydrogène et les stockages nécessaires pour alimenter des flottes de bus, un sujet qui peut devenir sensible, compte tenu qu'au-delà d'un certain niveau, c'est une installation très sensible et qui s'appelle même Céveso dans certains cas. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième portait sur les stratégies qui ont été évoquées, des stratégies en réfléchissant toujours de façon système. Et je crois que c'est vraiment très important. Comment ceci intègre-t-il les évolutions simultanées pour les véhicules individuels de ce recours à l'énergie électrique et de la disponibilité de cette énergie globalement au niveau du pays? Car on sent bien qu'on va avoir, de ce point de vue-là, peut-être un certain goulot d'étranglement qui nécessite, comme on le voit, la création de nouvelles centrales nucléaires. Qui souhaiterait répondre à Armand Toubol? Vous, François Varnier de Bailly? Sur l'hydrogène. Pardon, alors. Sur l'hydrogène. Bruno Lapéry. Juste pour dire que je n'ai pas dit que c'était le Graal, j'ai dit que c'était potentiellement le Graal, et que tout est dans le potentiel. Et puis je vous donnerai la parole, mais en fait, sur Pau, on a eu un incident important sur l'hydrogène. Voilà, on a eu une fuite majeure d'un véhicule sur le toit, à l'extérieur. Et les bonbonnes se sont complètement vidées, en fait. Voilà. Donc je ne parle pas du stockage, là je parle des véhicules. Hein. Les ICPE, c'est 5 tonnes, c'est Céveso, 5 tonnes, c'est à peu près 50 véhicules, 50 bus. Donc c'est pas très élevé, mais c'est un autre problème. En fait, on se rend compte que les pompiers sont beaucoup plus détendus avec l'hydrogène qu'avec les batteries. Beaucoup plus. Voilà. Parce qu'en fait, ils connaissent déjà le GNV et que ça se comporte à peu près de la même manière. C'est pas la même explosibilité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est pas les mêmes détecteurs, c'est pas les mêmes étalonnages des détecteurs, mais finalement, les fonctionnements des systèmes dans les dépôts et dans les ateliers donc de détection et d'asservissement des ventilations, etc., tous les systèmes ATEX qu'on connaît sur le GNV, c'est les mêmes pour l'hydrogène. Les gestes sont les mêmes, en fait, pour les pompiers aussi.
Donc ils sont vraiment beaucoup plus craintifs des batteries au lithium que de l'hydrogène, en tout cas en France. Voilà. François Varnier de Vailly, vous vouliez Oui, également donc intervenir. effectivement, donc, je rejoins mon collègue. Moi, on est en tous les cas actuellement fasciné au sens premier du terme par effectivement la difficulté que nous avons à obtenir les arrêtés d'exploitation pour nos sites batteries. Voilà, c'est cette crainte systémique. Voilà. Et donc je pense que, comme pour l'hydrogène, il faudra que l'État aide. Si on pousse l'hydrogène, il faut aussi nous aider à avoir les autorisations d'exploiter. Et donc là, il y a effectivement cette crainte actuellement où on paye tout de même les difficultés qu'on a eues sur Rouen avec les usines, où aujourd'hui on est, en tous les cas, je pourrais dire tous, un peu en difficulté pour obtenir nos autorisations d'exploiter. Il y a une vraie difficulté administrative. Et c'est là où le législateur, c'est compliqué pour lui, parce que d'un côté, au titre de l'innovation, du développement de filières, pousse, et le régulateur administratif freine. Donc et nous, on est au milieu, et on est dans ce qu'on appelle un grand écart qui devient parfois un peu délicat. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Non. Bien, alors le moment de conclure maintenant est arrivé. Il me reste à remercier chaleureusement nos intervenants de ce soir, à vous remercier aussi, chers amis du public, d'être venus, remercier ceux qui nous ont regardés sur Internet ou écoutés. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour une prochaine conférence de VRT. D'ici là, portez-vous bien. L'important, prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.